C'est la journée mondiale de l'autisme et on vous invite à accorder plus d'importance et surtout accorder de l'encouragement aux parents des enfants atteints d'autisme. L'autisme justement qui est un trouble donc du comportement et voilà, l'enfant est renfermé sur lui, n'est pas ouvert notamment donc à tout le monde, n'est pas forcément sociable, mais voilà, il est dans son bulle. C'est important donc d'accorder de l'importance et surtout d'accorder de l'éducation à ces enfants atteints d'autisme. Là, aujourd'hui, 2 avril, nous avons une pensée spéciale à l'endroit donc de ces enfants. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous. Et ce jour, nous allons recevoir un invité donc qui nous vient du Niger. Il est là dans le cadre de la dédicace du livre de coach Simon Ouedraogo. Il est écrivain lui-même. Il s'agit de M. Alabibou Isaka Amidou. Il sera là pour partager donc son vécu, que ce soit au Burkina, mais également son expérience en tant qu'écrivain dans le monde entier. On parlera de son expérience dans cette émission. Et aujourd'hui, c'est mardi, donc Serge Youssef Ouedraogo nous retrouvera pour la chronique Un œil sur la société. On parle de la parenté à plaisanterie ensemble dans cette émission. Alors, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de nous renouveler votre fidélité. Nous prenons la direction du pic du Naouri pour débuter l'aventure puisque nous visitons ces pics du Naouri. Bien sûr, pour découvrir ces pics du Naouri-là, il faut aller tout simplement donc voilà dans cette localité pour découvrir ces pics du Naouri. Et aujourd'hui, nous avons tendu notre micro à des on va dire des travailleurs de savane qui ont visité ces pics du Naouri lors d'une sortie. On va écouter leurs témoignages concernant la visite des pics du Naouri et on revient pour la suite. Je suis journaliste à Savane Média. Il faut dire que pour arriver même au pic, la route n'est pas bonne. On a eu du mal à arriver au niveau du pic. Et quand nous sommes arrivés au niveau du pic, pour monter, ce n'était pas facile non plus. Je suis montée, mais avec des difficultés, puisqu'il fallait que je m'arrête pour reprendre du souffle et puis pour monter. Ce n'était pas facile. Mais quand tu arrives en haut, tu regardes la verdure, le lieu est très beau. Et quand nous sommes arrivés au sommet du pic, c'était merveilleux. Et ce que moi je souhaite, comme c'est un lieu touristique, si on peut aménager le lieu, c'est-à-dire si on peut au moins construire quelques maisons pour permettre à ceux qui partent pour visiter là, ça peut être un lieu de repos pour eux, quoi. Ils vont se restaurer avant de reprendre chemin. J'invite tout le monde à aller découvrir le pic de Naouri. Stéphane Sanou, journaliste à Savane Média. Effectivement, je faisais partie de cette excursion initiée par Savane FM à l'époque sur le site, sur le pic de Naouri, histoire de permettre aux agents de Savane FM de pouvoir se récréer. Et j'ai eu la chance d'y participer. Et le témoignage que je pourrais apporter sur le pic que j'ai eu à grimper, à escalader, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un témoignage fabuleux parce que la montée était extraordinaire. Nous avons quelque peu négligé la montée et moi intérieurement, comme c'était ma première fois d'y aller et ma première fois aussi de grimper à une hauteur de ce genre, je craignais un peu les glissades, mais je me suis rendu compte qu'en réalité il y a toujours des appuis, il y a toujours des facilitations pour pouvoir grimper. Et pour grimper, c'était vraiment fabuleux, c'était intéressant. Et pour accéder aussi quand on arrive au sommet, c'est encore intéressant à travers justement une vue aérienne, si je peux m'exprimer ainsi. Quand on est au sommet et qu'on regarde autour de soi, on a l'impression de voir tout le monde entier. Donc, personnellement, je ne regrette pas d'avoir participé. C'est une occasion pour moi d'appeler ou d'inviter des gens à aller visiter le pic parce que ça fait partie de nos sites touristiques envieux et on devrait effectivement permettre à ces sites touristiques de vivre et pour que ces sites touristiques vivent,
il faut que nous y allons, il faut que nous organisons des sorties de ce genre. Et je retiens particulièrement quelque chose. Avant de monter, on nous avait signifié, c'est-à-dire le guide nous avait signifié que si l'on monte et qu'on accède au sommet, on ne doit pas descendre avec quelque chose du site. Donc je retiens ça jusqu'à aujourd'hui et je ne pense pas que je l'oublierai. Chaque fois quand quelqu'un me dit qu'il doit y aller, c'est ce que je lui rappelle et effectivement la personne vient me dire qu'à la montée, c'est ce qu'on lui dit. Je réponds au nom de Kindo Bintou, je suis journaliste au niveau de Savane Média. Alors le pic de Naouri, c'est un site touristique du Burkina Faso qui est très bien. Lorsqu'on y va, on a une superbe vue de tout ce qui est autour. Bon, quand je suis allée, on avait des difficultés d'abord pour grimper parce que ça a une certaine hauteur. Donc, mais quand on y monte, on a une superbe vue en bas. C'est vraiment c'est fantastique. On remarque que les sites touristiques du Burkina sont généralement délaissés. Maintenant, avec un peu d'entretien, en montrant aussi, je sais pas, faisant un peu la promotion, l'État peut arriver à faire mieux connaître les différents sites qu'on a ici. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'avec un peu d'entretien, je pense que les pics de Naouri peuvent contribuer à booster l'économie. Je me nomme Wilson Ruben Kodjo, journaliste sportif à Savane Média. Bon, je pense que le pic de Naouri est un site culturel d'abord, un site culturel, mais aussi sportif. Parce que depuis un certain temps, il y a un marathon international qui se déroule autour de ce site. Un marathon qui regroupe des athlètes venus d'un peu partout, même d'Europe, et autour de ce site-là. Donc aujourd'hui, c'est un site qui est connu du monde entier parce que les images en disent beaucoup sur ce site-là. Donc les journalistes sportifs et tout ont déjà fait l'expérience de la montée au sommet de ce site. Même si nous autres, on n'a pas eu cette chance de pouvoir arriver au sommet, mais je pense que certains de nos jeunes confrères ont eu la chance d'arriver au sommet de ce site-là. Et quand vous êtes là-bas, et à vrai dire, c'est vraiment très joli à voir. Et je pense que ce site-là mérite d'être valorisé plus, encore beaucoup plus, par le ministère de la Culture, afin que pourquoi pas ce site-là soit classé, n'est-ce pas, dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pic du Naouri, c'est le site que nous visitons justement cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Et vous écoutiez à l'instant des travailleurs de Savane, des journalistes que vous avez pu reconnaître. Alors, mais il s'exprimait en tant que visiteur de ces pics du Naouri là, parce que justement, Savane Média avec son partenaire Al-Bouchra en son temps ont organisé notamment cette incursion touristique au niveau des pics du Naouri. Et c'est pour cela que nous avons tendu le micro à ces travailleurs là pour qu'ils puissent témoigner, voilà, après la visite de ces pics du Naouri. Pour la suite, aujourd'hui, les journaux paraissent, donc on va aller pour la revue de... C'est bon aujourd'hui, Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour à Madame Moukieva, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Alors, le premier journal qui nous accueille pour les différents titres? C'est le journal L'Observateur parle qui nous apprend ce matin. Complexe industriel du textile, bientôt des pailles made in Burkina. Écrit le journal à la page de Situation nationale. Les prescriptions du docteur Aruna et Louré, c'est à lire à la page 6 du journal. Dans la rubrique Lucarne, le journal écrit Petit Doul, patron du milieu de terrain, c'est à lire à la page 17. Décès Francis Lilio, dernier souffle de notre premier médecin sportif, nous apprend le journal. Diomaye Faye, le jour de gloire est arrivé. En sens, le journal à la page 5 dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Le journal Le Pays nous parle ce matin de l'usine du textile Hirotex Burkina à Sourgou dans le centre-ouest, la première pierre posée par le chef de l'État. Monseigneur Prosper Contibo, archevêque métropolitain, déclare les difficultés que notre pays traverse ne doivent pas nous faire perdre confiance en Dieu. Toujours dans ce journal, on peut lire République populaire de Chine, pas de travail forcé dans le
Pyongyang. Toujours dans ce journal, on peut lire dans sa rubrique Révélation, vente de parcelles à Saponé à Komsilga, les fins limiers sur les traces d'un réseau de trafiquants. Dans la rubrique Actu Foot, le journal écrit il n'y a pas de tenue, il n'a pas tenu sa parole. Un lion indomptable s'en prend à son, c'est-à-dire à la page 23 du journal. Coopération Russie-Afrique, Vladimir Poutine attendu dans les pays de l'AES, nous informe le journal. Le journal aujourd'hui au Faso lui parle ce matin de solennité, des solennités 2024 et situation nationale. Monseigneur Contibo a invité ses ouailles à s'adoucer à Dieu dans la prière. C'était donc à l'occasion de la célébration de la fête de la Pâque. Toujours dans ce journal, on peut lire ce jour 2 avril 2024, prestation de serment et passation du pouvoir à Bassirou Diomaye Faye. Et sur ce sujet, le journal écrit un héros de l'antisystème à la présidence sénégalaise. Complexe textile Hirotex Burkina à Sourougou, une usine pour réhabiliter le tissu industriel au centre-ouest. C'est un autre titre du journal. Ouverture du dialogue politique au Gabon. Le général Nguema pourra-t-il nettoyer les écuries Bongo, s'interroge le journal. Élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle sénégalaise. Le CDP félicite le nouveau président. Gawa, 5734 cartouches de cigarettes contrefaites et incinérées. Merci bien Alphonse, et on parle de l'actualité internationale aujourd'hui. Direction le Sénégal pour commencer parce que le nouveau président prête serment aujourd'hui même. Oui, le nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye, prête donc serment aujourd'hui comme cela a été donc prévu par la Constitution. Dans le texte, le mandat de Macky Sall prend officiellement fin aujourd'hui, 2 avril, c'est-à-dire qu'il quitte le palais dès ce jour même. Et les élections présidentielles qui s'est tenues le 24 mars dernier et qui a donné donc vainqueur au candidat du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, doit donc prendre ses attributs de pouvoir aujourd'hui. Il doit prêter d'abord serment, prononcer son discours, ce qui donne donc lieu à sa prise donc de fonction. C'est un événement attendu parce que beaucoup de chefs d'État sont donc attendus à Dakar aujourd'hui pour être témoins donc de l'événement. Des présidents aussi du Parlement d'autres pays vont donc prendre part à cet événement également. Donc tout compte fait, on retient que l'événement est très attendu parce que avant tout c'est un candidat de l'opposition qui a remporté les élections. Donc ça fait que beaucoup de gens parlent de cela. On voit aussi que c'est un jeune de 44 ans, tout frais, qui prend donc les rênes, les commandes. Donc ça donne espoir qu'avec sa jeunesse, avec ce qu'il a comme qualité, avant tout c'est un inspecteur des impôts, il est vraiment animé de rage, de pouvoir poser vraiment ses jalons, de pouvoir montrer qu'effectivement il a quelque chose dans ses bagages. Il y a vraiment une vision à prouver. Donc c'est très intéressant ce que nous allons suivre de loin. Tout ce qu'on peut dire est qu'on lui souhaite donc un bon mandat, le succès. Et qualifié aujourd'hui de candidat anti-système, concrètement, qu'est-ce que on peut attendre comme changement de la gouvernance de Faye? Oui, c'est là où c'est intéressant parce que quand si on a suivi leur campagne, ils n'ont cessé de dire qu'ils vont opérer la rupture. La rupture parce que le système actuel est un système pour eux, c'est un système qui collabore beaucoup plus avec l'Occident et le Sénégal n'en bénéficie pas autant. Pour cela, il faut opérer une rupture. Et je pense qu'il pointe du doigt le système de Macky Sall. Quand on regarde l'histoire, qu'est-ce qui a mené ces deux jeunes, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, qui est devenu aujourd'hui président, à se lancer tout jeunes dans la politique? Ils ont été tous des inspecteurs d'impôts, ils ont été donc licenciés,
leur crime était qu'ils ont divulgué des signatures, c'est-à-dire il y a eu des contrats qui ont été signés entre le Sénégal et puis la France certainement. Et dans ça, il se trouve que Macky Sall, président d'alors, n'a pas vraiment influencé pour que le Sénégal soit beaucoup plus bénéficiaire par rapport au contrat qui a été signé. Donc le fait de sortir parler de cela a donc valu leur licenciement parce qu'ils ont considéré que c'était un secret. Et de secret, ils ont été donc licenciés. Il fallait maintenant qu'ils commencent à se battre. Si c'est parce que nous avons donné notre opinion sur une question aussi importante pour les Sénégalais, une question qui intéresse beaucoup, plus d'un, et que l'idée était de défendre les intérêts du Sénégal. Si cela donc équivaut à un crime, ben, ils vont assumer. Et je pense que c'est à partir de cet instant-là qu'ils ont commencé à se battre, à donner de la voix, jusqu'à créer donc leur parti, commencer à proposer des idées. C'est un parcours intéressant. Ça invite les jeunes aujourd'hui à ne plus être des suivistes, à ne plus s'aligner derrière des gens que vous trouvez qu'ils ne vous amènent pas sur le bon chemin et malgré tout, vous êtes dans le bateau. Ce n'est pas intéressant. Ça montre que les jeunes aujourd'hui peuvent se décider, peuvent se frayer un passage, peuvent vraiment se faire remarquer politiquement si l'engagement, si la confiance, si la détermination est vraiment de mise. Je pense que ce qu'ils ont prouvé va donc inviter beaucoup de jeunes à se lancer dans la politique, à se décider, parce que l'avenir de notre continent, l'avenir de nos pays aussi, doit être compté avec la jeunesse. Alors, et pour cette leçon de démocratie, donc là, tout le monde aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le Conseil constitutionnel qui a milité pour ça et qui a sauvé la démocratie, si tu veux. Tout à fait, parce que il faut, ça me fait penser à Barack Obama qu'il faut travailler à ce que dans les pays, il y ait des institutions fortes. Voilà. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas d'institutions fortes dans un pays, si tout se résume au président, si c'est lui qui est l'arbitre et l'acteur, ce n'est pas intéressant. Donc, travaillons à ce que nos institutions soient fortes. Ce qui s'est passé au Sénégal, on pourrait dire que c'est le Conseil constitutionnel. Ce sont les 7 sages du Conseil constitutionnel qui ont sauvé la démocratie. Parce que Macky Sall, en initiant par exemple le dialogue politique, avec ce que ce dialogue politique a accouché comme recommandation, ben, l'élection n'allait pas se tenir le 24 mars, mais plutôt dans le mois de juin ou mai. C'est ce qui avait donc été décidé. Et ça veut dire qu'il voulait jouer avec le temps. Il voulait d'abord rebattre les cartes, c'est-à-dire demander à ce que on laisse tout le monde être candidat, comme les Karim Ouad, dont leur candidature avait été recalée. Il a essayé de jouer à tous les jeux, mais il n'a pas réussi parce que le Conseil constitutionnel a gardé sa sérénité, assez prononcé, et Macky Sall était obligé, malgré tous les micmacs, il n'a pas pu faire quelque chose. Donc il était obligé d'organiser les élections comme cela était donc prévu. Parce que le Conseil constitutionnel a rappelé que son mandat prend fin le 2 avril. Donc s'il n'avait pas organisé les élections allaient se tenir, mais sans lui. Surtout que on peut déjà imaginer le mécanisme. S'il n'est pas là, qui doit donc assurer l'intérim jusqu'à ce que les élections soient organisées. Donc, il a compris le message et le Conseil constitutionnel qui est resté ferme a donc obligé le président Macky Sall à organiser les élections. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui comme résultat. Donc, je pense que dans tous les pays, il faut des institutions fortes. Des institutions fortes. Il faudrait aussi que ça diffère d'un pays à un autre. Il y a d'autres, c'est la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Donc, dans les pays où il y a des institutions pareilles, il faudrait que les personnes qui sont dans ces institutions-là travaillent. Il faudrait que ces personnes-là restent fermes parce que, avant tout, c'est un serment que vous avez prêté. Donc, il faut travailler à ce que le droit soit dit. Bien sûr. Et quand on sait que les hommes passent, mais quand même, les institutions, la nation reste, le peuple reste. Alors, tu as parlé tantôt de dialogue inclusif. Donc, on parle de dialogue politique inclusif, mais cette fois-ci au Gabon, initié par le général Nguema.
Oui, le général Nguema, qui est aujourd'hui le président de la transition au Gabon. Rappelons qu'il est arrivé au pouvoir le 30 août 2023. Il est un monsieur qui a duré, qui était dans les rouages, qui a duré parce que c'était le chef de la sécurité du président Ali Bongo. Et de là-bas, il a renversé le président Ali Bongo après donc l'élection contestée. Donc ça a surpris plus d'un. Est-ce que ce monsieur est de bonne foi? Mais aujourd'hui, avec ce qu'il est en train d'engager comme initiative, comme réforme, ça commence à convaincre plus d'un. Parce qu'aujourd'hui, le 2 avril, s'ouvre donc un dialogue politique inclusif. Et dans ce dialogue politique inclusif-là, au moins 580 participants vont donc prendre part à ces travaux-là. Ce qui veut dire que ça commence aujourd'hui, 2 avril jusqu'au 30 avril prochain. C'est une période durant laquelle les participants vont beaucoup réfléchir. Ils ont surtout insisté que c'est un dialogue politique inclusif. C'est-à-dire qu'on veut laisser personne de côté, on veut impliquer tout le monde, toutes les couches de la société gabonaise seront donc représentées. La parole sera donnée à qui veut la prendre. Ça serait vraiment un moment d'introspection parce que depuis donc l'arrivée de Ali Bongo, après donc l'élection qui a été organisée, son premier mandat, nous avons vu que les États ont été contestés. Deuxième mandat encore, ça a été contesté, jusqu'à arriver donc à ce que nous avons vu récemment. Ça montre qu'il y a problème dans ce pays. Un problème d'ordre politique qu'il faudrait donc soigner. Et le mal, je pense qu'on ne peut pas aussi soigner le mal sans passer par le dialogue. Et le dialogue, il faut dire que le travail est chapeauté par un archevêque. C'est lui qui va coordonner les choses. Et je pense qu'en appelant toutes ces personnes-là, ça veut dire qu'ils attendent vraiment des résultats concrets, des résultats qui vont soulager le peuple gabonais. Si les élections sont à tous les moments contestées, ça veut dire qu'il y a problème. Il faut travailler à ce qu'on trouve un organe reconnu et accepté qui va organiser de façon transparente et crédible les élections. Ça peut déjà être une piste de solution. Il faut aussi travailler à ce que le pouvoir ne reste plus dans les mains d'un clan, quand on sait que la famille Bongo a géré le pouvoir pratiquement un demi-siècle au Gabon. Ça fait quand même mal à d'autres personnes, à d'autres communautés. Donc ce qu'il faut faire, c'est de mettre les points sur les i, faire en sorte que le pouvoir puisse être vraiment tournant. Bien sûr, avec ceux qui veulent vraiment se porter candidat, voilà, que le vainqueur gagne. Donc je pense que ce travail va mettre sur la table de discussion toutes ces questions-là, et c'est aux participants maintenant d'essayer de proposer des solutions. Il y a des gens aussi qui pensent que le monsieur n'est pas de bonne foi parce que en initiant ce dialogue inclusif, c'est un mécanisme pour se maintenir au pouvoir. Mais une certaine opinion aussi dit que ce n'est pas le cas parce qu'il est de bonne foi. S'il a promis et que c'est le début de sa promesse, je pense qu'il y a quand même possibilité à lui accorder un temps, surtout qu'il y a la ministre en charge des réformes qui a par exemple souligné un point. Elle a dit par exemple que pour les cas de victimes liées au cri post-électoral, ces dossiers seront donc refilés au président qui sera élu après les élections. Parce que cette transition au Gabon n'a pas le temps pour traiter de ces questions-là. Donc ça veut dire que le temps presse, il faut qu'ils arrivent à poser les bases. De sorte que le président qui va arriver après donc, le général Nguema puisse travailler sereinement parce qu'ils auront commencé à poser les bases et le président qui sera élu après les élections va pouvoir démarrer facilement. Donc je pense que s'il arrive à faire tout cela, j'ai vu le journal Aujourd'hui au Faso qui a fait une analyse sur ça aujourd'hui, en disant que si le général Oligui Nguema arrive à concrétiser ce qu'il a engagé, ben, il va rentrer dans le cercle des putschistes dits démocrates, comme Amadou Toumani Touré qui est arrivé au Mali, qui a pris le pouvoir par un coup d'État et qui est arrivé à organiser une élection
et qui a donné le pouvoir au gagnant, qui est parti, Alpha Oumar Konaré. Quelque temps après, il est revenu. Et comme John Jerry Rawlings du Ghana, le regretté, les deux d'ailleurs, lui aussi il a pris le pouvoir par un coup d'État, il a géré pendant un temps, il a organisé les élections. Et quand il partait, les Ghanéens demandaient ce qu'il reste, parce que le monde n'était pas encore arrivé. Il a dit non, qu'il part. Effectivement, il est parti. Donc ces gens, malgré le fait qu'ils sont arrivés, pas de coup d'État, ils ont travaillé. Et c'est des gens qui ont toujours été admirés. Et ils sont partis. Donc on les appelle donc des putschistes dits démocrates. Donc nous pensons que peut-être ce général également, général 4 étoiles, va rentrer donc dans ce cercle s'il arrive vraiment à remplir sa mission. Ce qu'il va arriver aussi, c'est certainement éviter une crise politique au Gabon. Oui, une crise politique. Et je pense que le dialogue politique engagé aujourd'hui va être donc la panacée, parce que les propositions ou les conclusions qui sortiront de ce dialogue vont aider les Gabonais à ne plus retomber dans les mêmes travers. Je pense que c'est très important et c'est encouragé. Et pour le moment, il faut suivre les travaux. Merci bien, Alphonse, pour ces analyses concernant l'actualité internationale. Nous poursuivons avec l'émission du jour. On va tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Nous recevons aujourd'hui M. Alabibou Isaka Amidou. Il est nigérien d'origine. Et on va dire burkinabé de cœur. Burkinabé de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Ouais. Et il est écrivain, auteur de classe internationale avec 17 publications en date. C'est comme je l'ai dit, vous êtes vraiment inspiré. Bonjour monsieur Alabibou Isaka Amidou. Bonjour madame Zita. Bienvenue sur notre plateau. Merci. À merci nouveau. Beaucoup. Merci. Alors, finalement, je ne sais pas, c'est quel nom qui est le nom de famille? Je devrais dire monsieur Alabibou, oui. Alabibou, ok. Alabibou. Monsieur Alabibou, alors, c'est comme je le disais, vous êtes nigérien d'origine. Et la rencontre ou la découverte avec le Burkina se fait en quelle année et comment? En 2013, après mon baccalauréat, je faisais la première année de droit au Niger. Et on n'était pas content du type d'enseignement qui nous était dispensé. Parce qu'on voulait être juriste, on voulait être avocat, magistrat et tout ça. Mais il se trouvait que le programme de l'école qu'on suivait au Niger, c'était une école privée, n'était pas du tout à la hauteur du genre de profil qu'on aimerait acquérir après dans le domaine juridique. Et c'est là qu'un ami nous a dit que, mais vous savez qu'au Burkina, il y a de bonnes écoles privées qui forment en droit et où, au sortir, on peut devenir avocat, magistrat et tout ça. On s'est dit, ok, l'année prochaine, on va aller étudier au Burkina. Alors, c'était un jeu, hein, c'était un jeu d'étudiants au début. Mais vers la fin de l'année, on s'est vraiment rendu compte qu'à rester dans cette école, on risquerait de ne jamais atteindre nos objectifs professionnels dans le domaine juridique. On s'est dit qu'on va aller au Burkina pour tenter quelque chose. Et c'est là qu'on vient à Ouaga en septembre ou bien en octobre 2013, je ne me souviens plus trop. Pour entamer l'année 2014. Oui, on s'inscrit à ISIG International en deuxième année parce qu'on avait déjà fait la première année au Niger. Okay. Et je suis resté au Burkina de 2013 à 2019. Wow. Ouais. Pour les études? Pour les études. Et pour les études. Ok. Parce que j'ai fait de la deuxième année jusqu'au Master 2. Après, je suis resté encore un peu avec les questions de mémoire et tout ça. Je suis rentré au Niger que vers fin 2019. Fin 2019. Et maintenant, pendant tout ce temps, je rentrais pour les vacances, pour les congés. Okay. Après, je revenais. Donc, le Burkina, c'est mon pays bis, si on peut le dire. C'est un deuxième pays naturel pour moi. Et dans ce parcours-là, ce qui est important aussi pour vous et qui va déterminer quand même la suite des événements, comme on pourrait le dire, c'est votre rencontre avec le coach. Si. Comme je l'ai dit aussi avant-hier lors d'une émission, on s'est vraiment rencontrés à la croisée des chemins. Parce que lui, il finissait sa licence, il devait partir de l'école pour monter son entreprise. Moi, je faisais la licence et j'estimais que ce qu'on m'apprenait à l'école était trop insuffisant pour ce que je devrais faire. Donc j'ai décidé de monter ou de créer une association universitaire qui va m'occuper plus que les études. Parce que les études, c'était ça, pour moi, ça allait de soi que quand on prend un cahier pour le lire, on le maîtrise et qu'on le restitue comme il le faut.
Vous pouvez aller demander dans les écoles où j'ai étudié à Ouaga. J'ai toujours été parmi les meilleurs, parmi vraiment les meilleurs qui sont entre premier, deuxième, troisième. Ok, donc je fonde l'association universitaire qu'on appelle Nouvelle Intelligentsia Africaine. C'était en 2015, on était à Lizig. Et pour l'inauguration de cette association, on a parmi nos organismes problèmes d'adultes. Je voyais dans la société beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout normales et que je n'avais ni les moyens ni la force de corriger. Donc je ne trouvais refuge que dans l'écriture. J'avais un cahier de 300 pages, je me rappelle quand j'étais encore au collège. Ce cahier de 300 pages-là, quand vous le voyez parmi mes cahiers, vous allez croire que c'est comme un cahier de SVT ou d'histoire, alors que c'est un cahier qui contient mes problèmes et les solutions à mes problèmes. Donc j'avais des problèmes, depuis que j'étais tout petit, j'avais des problèmes d'adulte parce qu'à mon âge, je devais être concentré sur mes jeux, sur regarder la télé, etc. etc. Mais je voyais des choses anormales en milieu scolaire ou dans la société et je ne voyais pas quelqu'un qui travaillait pour les corriger. Et moi, quand je prends un texte, quand je prends un bic, je décline un problème de société, je l'attaque en esprit et je propose des solutions. Donc c'est de là que l'écriture a commencé. Okay. Et après, en classe de première, j'obtiens un ordinateur que mon père m'a offert. Et j'écris mon premier livre de 100 pages en une semaine. Et c'est là que je me rends compte que je suis écrivain. Je n'étais pas encore auteur parce que je n'ai pas de publication. Mais je me rends compte que je peux faire des livres. Et c'est comme ça que je me mets à écrire. Et de 2010, parce que j'étais en première en classe de 2010, en année de 2010, j'étais en classe de première. Donc de 2010 à 2018, j'ai écrit une trentaine de livres, dont aucun n'a été publié. Ça fait 8 ans. Pourtant, je me suis battu pour rencontrer des maisons d'édition comme l'Harmattan. Je suis allé voir un tas d'éditeurs et on m'explique la plupart des fois qu'on fait des éditions à compte d'auteur. L'auteur doit avoir de quoi financer la publication de son livre. Moi, j'étais encore étudiant. Ce n'était pas le cas pour vous. C'était très difficile. Mais en 2018, j'allais fêter mes 25 ans, un 23 février, et j'ai décidé que pour l'anniversaire de cette année-là, je ferais tout pour publier mon premier livre. Et avec l'accompagnement de mes partenaires comme Simon et autres personnes. Oui, vous parlez de coach Simon Ouedraogo, il faut rappeler. Et de Yann Yoba et de beaucoup d'autres personnes, bien que Dieu a mis dans ma vie. Monsieur Koma qui a une maison d'édition qu'on appelle IKS. On a travaillé pour rendre possible l'apparition de mon premier livre. Donc mon premier livre, Puissance mentale. Puissance mentale. C'était un recueil de citations qui avait pour but de donner à toutes les personnes qui le désiraient assez de force intérieure pour affronter les obstacles de la vie. Parce que la vie est faite d'obstacles en tout genre. Et si on n'a pas la force intérieure nécessaire pour les affronter, on sera mis au taquet très vite. Et ça veut dire que c'est de 2018, l'apparition, avec l'apparition de mon premier livre. Du premier livre officiellement, de 2018 à 2024, que vous avez sorti ou accompagné donc l'écriture de 17... Oui. Parce que en plus d'écrire mes propres livres à moi, j'écris aussi des livres pour des personnes. J'aide des personnes qui ont du mal à écrire ou qui n'ont pas le temps d'écrire ou qui me demandent d'écrire sur eux ou pour eux à faire leurs livres. Donc sur mes 17 livres, il y a au moins 7 ou 8 qui sont des collaborations. C'est des livres que j'écris en collaboration avec des personnes, souvent des chefs d'entreprise, ou des hommes politiques ou des entrepreneurs ou des personnes de différents profils. Et le tout, quand on les met sur une table, ça fait au moins 17 livres. 17, waouh. Ouais. Ça veut dire que vous produisez, en fait, vous avez l'inspiration. Et pour aborder, en fait, les thématiques de ces livres-là, ça porte généralement sur quoi? Ça porte généralement, tous les livres que j'ai écrits avec des entrepreneurs, moi, je les mets dans ma collection de parcours inspirants. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, ce dont on a besoin, c'est de savoir comment les gens réussissent. Il faut que le succès ou que l'enrichissement ou que l'accomplissement soit open source. On veut savoir comment les gens arrivent à réaliser ce qu'ils réalisent. On ne veut pas voir des accomplissements opaques, on ne veut pas voir de réalisations
flou que personne ne peut déchiffrer. Et les entrepreneurs qui acceptent d'écrire sur leur parcours, ils montrent aux gens comment est-ce qu'ils ont souffert dans leur passé pour avoir le présent qui est leur réalité. Et je crois que si les gens pouvaient voir tous les sacrifices qu'il y a derrière la réussite, ils vont arrêter d'envier ceux qui réussissent et commencer à les craindre. Parce que je vous assure, le succès, c'est pas drôle. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse réussir les Africains. J'aimerais bien qu'on donne du travail aux gens, qu'on leur donne des entreprises à gérer. Et ils vont savoir que le succès, c'est pas drôle. La richesse, c'est pas amusant. C'est pas comme si c'était... c'est pas facile. Oui, c'est épouvantable. Mais comme les gens sont hors de ce... Comme ils sont hors du circuit, ils envient les personnes qui réussissent et croient que c'est des personnes qui ont la vie facile ou qui se la coulent douce. Alors que non. La réalisation de ces livres, c'est une torture sur tous les plans. Et sur le plan financier, et sur le plan du travail, et sur le plan des critiques qui reviennent après. Il faut vivre avec tout ça, ce n'est pas drôle. C'est pas drôle le développement, ou bien on dit qu'on veut se développer. Mais le développement, c'est horrible, c'est des exigences. Il faut brûler des calories chaque seconde. Vous voyez, donc il y a les parcours inspirants sur lesquels j'écris. Okay. Maintenant, quant à mes propres livres, j'aborde beaucoup, comme je le faisais en classe de 3e. Je prends des problèmes de société sur lesquels je réfléchis et auxquels je propose des solutions. Ok. Voilà. Généralement. Alors, vous avez quand même initié au niveau du Niger, votre pays, l'école du 100 jours. Oui. C'est quoi ça? Alors, le Success School, c'est mon école au Niger, oui. Et c'est une école qui dure seulement 100 jours. Donc, ah oui, c'est vraiment le même mental que le coach Simon Ouedraogo. On apprend vite et bien. Bon, on apprend... Il n'y a pas d'apprentissage rapide en tant que tel. Ce n'est pas ce qu'on veut dire, qu'il faut apprendre vite ou qu'il faut aller vite. Ce n'est pas ça le but. Mais il y a dans la vie ce qu'on appelle l'essentiel. Okay. Et l'essentiel de la vie, ça peut s'acquérir de façon assez mystérieuse quand on applique les formules qu'il faut. Je m'explique. L'école de 100 jours, c'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des buts qu'on poursuit dans la vie et qu'on les définit clairement, qu'on les maîtrise comme il faut et qu'on travaille à les atteindre, on pourrait vraiment les atteindre. C'est une école où on ne se disperse pas à l'extérieur de soi, mais on va plutôt aller à l'intérieur de soi pour savoir qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde. Le plus difficile pour l'homme, c'est de réaliser qui il est. C'est le plus difficile. Hein? Et c'est une des choses que moi, on ne m'a pas appris à l'école. Malheureusement, on m'a appris un tas de leçons, on m'a appris un tas de connaissances qui, sous d'autres cieux, vont servir à beaucoup de choses. Mais chez nous, malheureusement, on a souvent du mal à se servir de la plupart des choses qu'on nous a apprises à l'école et on ne nous a pas appris nous-mêmes. Vous voyez? Donc, ce défaut de ramener l'homme à l'essentiel de ce qu'il est, de ce qu'il représente, ça fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver leur voie dans la vie. Beaucoup de personnes s'égarent dans la vie. Et le Success School a justement pour but de ramener l'étudiant à lui-même, qu'il trouve son référentiel, qu'il trouve son domaine de définition, qu'il sache ce pourquoi il existe, ce qu'il lui est possible d'accomplir ou pas dans la vie, afin de dire, ok, moi je vais aller faire ceci ou aller faire cela. La preuve, moi je suis allé faire le droit parce que mon père m'a dit d'aller faire le droit. Mais s'il m'avait écouté, je ne serais pas allé faire le droit. Donc il y a beaucoup de personnes pour qui on choisit des choses comme si c'était des automates. Et après on s'étonne de voir qu'elles n'arrivent pas à grand chose ou qu'elles n'arrivent pas à faire grand chose avec ce qu'on leur a appris. Donc, Success School, le Success School en 100 jours. Est-ce que la formation, justement, se passe en 100 jours? Ça veut dire 3 mois, 10 jours? Oui, ça fait 3 mois, 10 jours. Et en 3 mois, 10 jours, les objectifs sont très clairs. Il y a 50 livres à lire. Il y a 50 documentaires à suivre. Et il y a 50 objectifs à poursuivre. Ça, ce sont les objectifs intellectuels du cycle. À la fin du cycle de 100 jours, je prends tous les étudiants et je les amène pour voir le monde. On a déjà fait 4 cycles et à la fin du premier cycle, on est parti à Dubaï, on a fait 1 semaine.
À la fin du deuxième cycle, on est parti à Istanbul. Ensuite, on est parti à Abu Dhabi. Ensuite, on est parti à Singapour. Ok? Parce que tout ce qu'on apprend aux étudiants en termes de succès, en termes d'accomplissement, c'est difficile à croire dans nos pays. Il faut les amener voir le monde parce que le monde, ce n'est pas notre pays. Notre pays est juste un pays dans le monde. Mais quand on part voir le monde, ça nous permettra de ne pas ramener le monde entier aux réalités de notre environnement où on vit. Et ça leur permet de savoir que sous d'autres cieux, des choses qui sont impensables chez nous, des choses qui sont inadmissibles chez nous, sont réalisables et possibles à tout celui qui se met au travail. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire des humains dans le monde. Le but, c'est d'être un homme dans le monde. Un homme qui peut s'en sortir n'importe où, n'importe comment, mais de la bonne manière ou bien des bonnes manières. Alors, merci bien. On comprend que c'est un peu la même idée ou la même vision que le centre de Coq Simon. Ouais. Voilà, maintenant parlons de cette dédicace parce que vous êtes au Burkina. Oui. Et vous êtes là parce que vous avez participé ou vous vouliez participer. Et d'ailleurs, c'est vous qui avez présenté la dédicace de ce livre intitulé La puissance de l'auto-éducation by coach Simon Ouedraogo. Alors, monsieur Alabibou, c'était gigantesque, c'est ce qu'on peut dire. La plus grande dédicace d'Afrique à ce jour. La plus grande. Donc. C'était samedi, comment ça s'est passé? Alors, c'était une expérience à vivre. Je dis que une chose pour laquelle je suis reconnaissant, c'est que pendant ce mois de mars, j'ai vécu 2 expériences gigantesques qui ont beaucoup été utiles pour ma carrière d'écrivain. Parce que moi, j'ai toujours cru, et je le crois toujours, que l'industrie de la connaissance peut nous rapporter plus que toutes les autres industries réunies. Ces pays d'Afrique dans lesquels nous sommes et où nous peinons à décoller, c'est parce qu'on a développé beaucoup d'industries et qu'on a laissé à la traîne l'industrie de la connaissance. Aujourd'hui, dans un pays d'Afrique francophone, peut-être le Sénégal est un peu en avance, vous allez rarement trouver des gratte-ciels ou des immeubles ou des monuments en guise de bibliothèque ou de librairie. Ça n'existe pas. Mais vous allez trouver des gratte-ciels ou des monuments en guise de boîte, en guise de maquis, en guise de lieux de divertissement, en guise de lieux de changement d'air, comme on aime l'appeler. Mais pour ce qui est des livres, pour ce qui est de la connaissance, on se dit que c'est toujours rattrapable par la suite. Et participer à cette dédicace gigantesque qui a réuni plus de 6500 personnes dans un stade qui pour ce qu'on lui attribue d'habitude, était lieu de rencontre pour faire soit des congrès politiques, soit des concerts artistiques. Ouais. Ça vient briser un code de société. Et ça montre à tous les pays africains que le challenge est lancé. Chaque pays africain doit produire son stade rempli de personnes pour l'honneur des livres. Parce que c'est une étape qu'on a sautée dans notre processus de développement, vu qu'on veut se développer. Je ne connais pour ma part aucun pays de tous les pays que j'ai parcourus qui sont des pays développés et dans lesquels les livres ne sont pas une industrie. Quand vous partez à Kinokuniya Bookstore à Dubaï par exemple, vous allez trouver une vingtaine de caissiers qui sont occupés, chacun à gérer une vingtaine de personnes qui a chacun payé des dizaines de livres et qui veut juste payer et puis rentrer chez lui. Les gens viennent payer les livres dans des chariots. Vous allez voir un père de famille avec ses enfants, avec sa femme qui viennent payer des livres pour 3 millions, pour 4 millions. Wow. Moi, ce que j'ai vu à Dubaï qui m'a le plus impressionné que les gratte-ciels, que les bolides de poche et tout ce qu'on peut voir de clinquant dehors, ce sont les livres. Et les achats massifs de livres et la quantité de livres et la qualité, le sérieux qu'on met dans la production de ces livres. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'on voit dehors, c'est juste le reflet de ce qu'il y a dans cette bibliothèque. Donc nos pays
ont raté quelque chose. Ils ont raté une étape. On a sauté un virage. Et c'est celui des livres. Il faut qu'on revienne, qu'on en fasse une industrie, qu'on en lise comme il se doit. Et on verra que dans quelques années, on sera très loin des résultats qui sont les nôtres aujourd'hui. Et pour la puissance de l'auto-éducation de coach Simon Ouedraogo, c'était quoi votre implication? Alors, je crois que depuis 2019, on a publié un livre qu'on appelle Quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement. C'est d'ailleurs une émission qu'il a enregistrée sur Savane FM avec Rabo, Monsieur Rabo, n'est-ce pas? Oui. Bien, donc cette émission, c'est moi qui l'ai transcrite en livre par la suite. Donc c'était en 2019 et on l'avait publié à l'hôtel Silmandi. Quand il a commencé à écrire ce livre, il m'a aussi associé à la rédaction. Donc moi j'étais à Niamey, lui il était à Ouaga. Il m'envoyait les idées, je matérialisais par écrit, on corrigeait, on faisait des simulations de cohérence et tout ça. Donc on peut dire que j'ai participé à la rédaction et à tout le processus d'édition et d'impression du livre. Le livre a été imprimé en Chine, édité en Chine. Et il a voulu que je sois invité d'honneur pour la dédicace qui s'est tenue le 30 mars au Palais des Sports. Et vous avez bien sûr présenté cette dédicace-là. Peut-être avec la réalisation, on peut avoir les images donc, de M. Alabibou. Et on a vu, après la présentation de ce livre-là, les dédicaces qui ont suivi. C'était une mobilisation gigantesque, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que c'est un grand message que le coach Simon passe à travers donc, une telle dédicace? Mais bien sûr, c'est comme je l'ai dit, on a brisé un code de société. Parce que l'entrée, pour avoir accès même au stade, c'était de posséder le livre, donc il fallait l'acheter. C'est un message qui brise des codes de société qui ont longtemps été en vigueur. Parce que en Afrique, quand vous entendez parler de certains montants, ce n'est jamais dans une affaire de livre. Quand on vous parle peut-être de 5 millions, ou quand on vous parle de 10 milliards, ou quand on vous parle de 40 milliards, vous allez vous rendre compte que c'est toujours en rapport avec des choses matérielles. On va vous parler de l'achat de terrain, on va vous parler de l'achat de voitures, on va vous parler des coûts d'organisation d'un mariage, on va vous parler de beaucoup de choses. Dès qu'on entend certaines sommes colossales en Afrique, on sait que ça ne sera jamais associé à une affaire de livre. Pourtant, je vous prends juste 2 exemples. Lorsque le président américain Barack Obama finissait son mandat à la Maison-Blanche, l'Amérique lui a donné à lui et à sa femme 65 millions de dollars pour rédiger le premier tome de leur mémoire de gouvernance. Et quand vous essayez de calculer 65 millions de dollars en francs CFA, vous allez avoir la calculatrice qui aura des problèmes à vous sortir l'équivalent en CFA. Vous voyez, quand vous entendez que le jour que ce livre qu'il a titré Promised Land, le jour que ce livre est publié aux États-Unis, plus de 980 000 exemplaires ont été vendus en moins de 24 heures. Donc, dans les pays développés, quand on entend certaines sommes, c'est associé à des choses de la connaissance, à une affaire de livres, de bibliothèques, d'universités. Mais chez nous, dès qu'on parle de 200 millions, c'est soit un scandale de vol ou de braquage, ou d'achat de terrain, ou de voitures, ou de gaspillage. Mais vous n'allez pas entendre quand on vous parle de 6000 personnes qui ont payé de l'argent pour venir signer un livre. Et je crois que c'est un message très fort dont l'Afrique entière est au courant à ce jour. Alors, M. Alabibou, on va regarder tout ça en images parce que justement, nos journalistes étaient sur le terrain, notamment Abdoulaye Kinda. On va regarder l'élément de la dédicace de ce livre intitulé La puissance de l'auto-éducation, donc by coach Simon Ouedraogo. Et je rappelle que M. Alabibou, on va dire, c'est le collaborateur, il l'a mis donc du coach Simon. Il a présenté la dédicace donc le samedi dernier. On va regarder tout ça en images et on revient. Ce n'est pas un concert qui a mobilisé autant de monde,
dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000. C'est la dédicace d'un livre de vécu et non d'imagination dénommé La puissance de l'auto-éducation. Le livre se veut une source de motivation et de développement personnel pour la jeunesse. Tout ce que nous devons comprendre dans ce livre est que l'impossible est possible, et qu'on peut partir de nulle part pour aller à quelque part, et que pour pouvoir préparer une soupe, on ne commence pas par une soupe, on commence par de l'eau simple. Et c'est à mesure de pousser le feu, de maintenir, que cette eau se transforme en soupe avec les morceaux bien sûr dans la marmite. Donc on peut commencer de rien pour devenir la meilleure version de soi. C'est ce qu'il faut comprendre avec des étapes, avec des rigueurs, avec une sagesse également de pointe. Ça ouvre la voie et ça brise déjà des barrières psychologiques qui stipulaient qu'il faut avoir un emploi, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, il faut avoir des bras longs. On vient briser toutes ces barrières. Plusieurs sous-thèmes sont traités dans ce livre dont la valeur humaine. J'ai essayé d'inverser la manière de présenter les récits. Hier, le monde est tombé dans la bassesse parce qu'on présentait les gens parce qu'ils ont 1 milliard dans leur compte, 2 milliards dans son compte. Ce livre vient dire qu'il est l'heure pour que nous mettons la valeur humaine d'abord et que nous produisons des hommes de qualité avant de passer à la dernière étape qui est celle de l'argent. Voilà les sous-thèmes. Donc il parle beaucoup de la spiritualité, la morale et l'argent. Ça peut aller ensemble. On peut être spirituel, de haute moralité et avoir beaucoup d'argent. C'est ce que je veux que la jeunesse comprenne, sans même se mêler des activités, je dirais, immorales. La puissance de l'auto-éducation, au prix de 17 000 francs CFA, est disponible dans 30 pays du monde. Merci à vous. Donc, vous venez de suivre cet élément sur la dédicace du livre La puissance de l'auto-éducation de coach Simon Ouedraogo. Alors, nous avons son collaborateur sur ce plateau, monsieur Alabibou Isaka Amidou, donc nigérien d'origine, mais burkinabé de cœur, comme on le dit. Yeah. 17 livres à votre actif aujourd'hui. Et donc, le tout dernier de vous-même, c'est vrai que vous écrivez pour des gens, vous co-écrivez aussi, mais le dernier livre que vous avez écrit, c'est quoi? Le livre des échanges. Le livre des échanges. Oui. Ça parle de quoi? Je pense qu'on l'a sur ce plateau. Si. Ok. Ça parle de quoi? Alors, si vous sortez un peu sur la rue, un peu dans la rue ou bien sur les places de marché, vous allez trouver que dans la plupart des pays africains, les marchés sont bondés de marchandises. Chacun attend de l'argent pour vendre sa marchandise et aller acheter une autre marchandise, ok? Et cet état de fait occasionne une sorte d'embouteillage dans le circuit économique. Les produits, les services, les compétences sont embouteillés. Et cet embouteillage, ça crée beaucoup de pertes de valeur parce qu'il n'y a pas un langage des échanges qui est instauré. Et les marchandises, tout comme les compétences, les services et les produits, ont une période de vie. Ils vont commencer à perdre de la valeur, ils vont commencer à se périmer souvent, et tout cela, c'est au risque et au péril de la population. Et moi, j'aime dire que sur le goudron, une voiture n'a rien à faire sur le goudron à part passer. Toutes les voitures qu'on voit, si les voies nous suffisent aujourd'hui, c'est parce que les voitures passent. Les voitures ne font pas carrière sur le bitume, ils ne font pas carrière sur le goudron. Donc, les marchandises ne sont pas des objets de décoration dans les marchés. Les marchandises doivent juste venir au marché, faire un petit temps et puis passer. Oui. C'est ce qui permettra de développer l'économie. Malheureusement, dans notre cas, les marchandises sont beaucoup plus stationnées au marché qu'ils ne sont en train d'être écoulées. Et la péremption et la perte de valeur sont des choses qui arrivent vite. Et les commerçants se retrouvent en train de subir des pertes. Et la population achète souvent des produits qui ne sont plus en cours de validité et chopent des maladies, comme on dit. Donc le livre des échanges, à travers ce symbole tel que vous le voyez, qui décrit un mouvement de circulation, vient pour introduire une formule d'échange qui permet à ce que, quand on produit de la valeur, on ne la perde pas, mais qu'on la récupère en échangeant contre une autre valeur. Ok. Voilà.
Donc, je vous invite à lire tout simplement. Notre temps est terminé. Je rappelle que récemment, vous avez participé au Salon du Livre à Genève. Ça s'est bien passé parce qu'aujourd'hui, Alabibou aussi voyage beaucoup. On dirait même que vous êtes suisse. Si, c'était une belle expérience. J'ai participé au Salon du Livre à Genève en Suisse. Et le Salon du Livre a été inauguré par le président suisse. Il était là à la cérémonie d'inauguration. Et il y avait les grands esprits parmi les plus brillants de notre temps qui étaient venus. Les écoles suisses amenaient les scolaires qui étaient encore à l'école primaire, au collège, au lycée. Les étudiants venaient. Il y avait plus de 63 000 personnes qui ont pris part à ce salon en 4 jours. Ah oui. Pour vous dire qu'on ne se trompe pas en disant que pour développer nos pays, on doit développer l'industrie de la connaissance. Merci beaucoup. Alors, notre temps est terminé. Quel serait votre mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Les données qu'on a utilisées autrefois pour justifier beaucoup de choses, on ne peut plus les utiliser aujourd'hui pour justifier les mêmes choses. Et je crois que nous sommes tous, tant que nous sommes, face à une responsabilité historique de trouver des formules pour abolir une bonne fois pour toutes certains problèmes de société qui avilissent la dignité humaine. C'est pas possible qu'on dise qu'aujourd'hui, les gens aient fait plus de 15 ans à l'école et qu'ils peinent à trouver de quoi vivre. Parce qu'en 15 années, même si c'est un avion qu'on apprend à quelqu'un à fabriquer, il saurait fabriquer un avion. En 15 années, même si c'est une bombe atomique qu'on apprenait à quelqu'un à fabriquer, la personne saurait le faire. Mais aujourd'hui, moi j'ai fait 18 ans à l'école. J'ai fait du CI au Master 2 sans redoubler, ça fait 18 ans. Je connais des milliers de personnes, pour toutes les conférences qu'on fait et qu'on organise, des milliers de personnes qui ont ces documents, qui ont ces papiers et qui peinent à s'en sortir. Donc le système a un problème qu'il faut qu'il corrige et les intellectuels africains ou les entrepreneurs africains ou tous les acteurs africains qui décident ont la responsabilité de trouver dans l'immédiat et dans l'urgence des solutions à ces problèmes de société qui insultent la dignité humaine. Merci beaucoup. On vous retrouvera certainement sur vos réseaux sociaux. Ça donne... Hamidou Issaka sur Facebook ou écrivain de marque pour ma page d'écriture. D'accord. Merci bien. Je rappelle que nous étions avec M. Alabibou Issaka Hamidou. Il est écrivain, auteur de classe internationale avec 17 publications en date. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. La plaisanterie, c'est le fait de plaisanter avec ça peut être une ethnie donnée par, quand on parle d'ethnie, je prends l'exemple des Moussi et puis les, je pense, il y a les Gouroussi avec les Bissa et même entre eux, à l'intérieur même des ethnies, souvent il y a de la parenté à plaisanterie. Voilà, et côté, ils plaisantent avec ceux qui sont à l'ouest et ceux qui sont souvent au nord plaisantent avec ceux qui sont au sud. Je pense qu'elle joue un très rôle important dans, par exemple, certains problèmes, souvent pour les résoudre, nous passons par la parenté à plaisanterie. Je me rappelle une fois, j'ai brûlé le feu et un Bissa m'a arrêté. Et quand il s'est présenté, je lui ai demandé si c'est un Bissa. Il m'a dit oui. Et bon, il est trop petit pour m'arrêter en circulation. Et en dehors de ça, même les problèmes sociaux, problèmes culturels, voilà, je pense qu'il y a certains problèmes, même coutumiers, hein, voilà, c'est seule la parenté à plaisanterie souvent arrive à résoudre ces problèmes. Oui, la parenté à plaisanterie est une bonne chose de nos jours. Vu ce que le pays traverse, il est bien de pratiquer ce thème. Surtout qu'il est facteur de cohésion sociale et de culture. Je dirais qu'il aide plutôt à apaiser les tensions entre les familles et la société. La parenté à plaisanterie, je dirais de mon côté que bon, même dans nos entourages, il est bien de le pratiquer. La parenté en plaisanterie, moi je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça fait que souvent, même si vous avez des problèmes, quand tu penses à ça, tu ne peux pas réagir. Et puis ça fait qu'il y a l'entente entre vous, la cohésion entre vous, tout ça.
Donc c'est une bonne chose. Surtout l'entente là, l'harmonie, tout ça là, c'est bon. Bon, je peux dire que la parenté à plaisanterie est une bonne chose parce que c'est un trésor déjà que le Burkina Faso possède, que certains des pays n'en ont pas. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Ça nous cultive, ça permet à la jeunesse de connaître d'où tu viens. Et puis ça contribue aussi à l'éducation. C'est une bonne chose. Je pense qu'avec ça, au moins ça, on peut dire que nous aussi on possède quelque chose que les autres n'en ont pas. Et puis ça, c'est déjà une très bonne chose. Ouedraogo, merci à toi pour ce micro-trottoir et merci à vous, population, pour vos avis. Nous parlons aujourd'hui de la parenté à plaisanterie et c'est dans la chronique Un œil sur la société. Alors, Serge Youssef Ouedraogo, bonjour. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Merci. Alors Youssef, on parle aujourd'hui de la parenté à plaisanterie. Pour commencer, qu'est-ce qu'il faut comprendre par parenté à plaisanterie? C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de la parenté à plaisanterie, mais quand vous prenez ces mots, ces deux mots, déjà quand on parle de plaisanterie, il faut dire qu'il y a le mot plaisanter, et s'amuser et se taquiner. Donc quand on reprend maintenant les deux mots, la parenté à plaisanterie ici, il faut dire que c'est une relation entre deux familles, deux ethnies, des populations ou des localités. Et cette relation-là consiste à se taquiner, à s'amuser, lors des cérémonies malheureuses comme heureux, ou bien lors des événements où vraiment d'autres sont en train de se morfondre et l'amusement vient à l'intérieur pour pouvoir déconcentrer un peu certaines personnes. Vraiment, la parenté à plaisanterie, souvent qui va jusque pendant le décès là. Oui, c'est pas simple. Moi, je n'ai jamais compris ça, même parce que souvent il y a décès et puis c'est en ce moment même que les parents plaisanterie viennent pour se moquer ou faire des choses qui font rire. Bon, vous ne pouvez pas parler. C'est pour quand même détendre un peu l'atmosphère. Les deux sont en train de pleurer, les parents, les enfants, et vous êtes là en train de réclamer tant qu'on. Donc, vous voyez, c'est pour quand même amener les gens à dire que ça arrivé, mais il faut laisser au bon Dieu, celui qui peut gérer. Et quand on parle de parenté à plaisanterie, ça existe quand même sous plusieurs angles. Et oui. Et est-ce qu'on peut citer quelques-uns? Voilà. Et il faut dire que il y a entre sous-groupes ethniques. Quand je prends les sous-groupes ethniques Moussé là, on peut avoir les forgerons, on peut avoir les Yarcé, on peut avoir les Yarcé, les Sikomsé ou les Nyonsé. Quand on part encore plus loin, il y a la parenté à plaisanterie entre deux ethnies. Quand on prend les ethnies, tantôt le traducteur citait tout de suite, il parlait de Moussi et de Samo. Oui, les Moussi et puis les Samo par exemple. Voilà, donc quand on prend les deux ethnies là, les Moussi et les Samo, on peut aller plus loin. On prend les Gourissi là, c'est avec qui? Les Gourissi sont les Bissa. Les Gourissi et les Bissa. On prend les Yana et les Zouassé. On peut aller prendre les Yarga de Ouiouia là et puis les Gourmaché. Donc vous voyez que ça, et les Peuls et les Bobos. Les Peuls c'est avec les Bobos. Donc ça c'est entre les deux ethnies. Maintenant quand on part encore entre deux localités aussi, il y a la parenté à plaisanterie. Et on prend Koupira et puis Zorgo. On peut prendre Sapone et puis Mahanga, où vous entendez chaque fois les avions partaient, ou les avions, voilà, Sapone et puis Mahanga. Ça c'est pour les villages. Ça c'est pour les villages, voilà. Donc on peut prendre la Tode et puis Nanoro. La Tode c'est Yako, Nanoro, voilà, ça c'est vers Kourou. Donc on peut aller prendre Ouyouya et puis Fada. Donc voilà les différents éléments qu'on peut citer ici. Et on peut prendre aussi les sous-groupes ethniques. Quand on prend les sous-groupes ethniques ici, il y a les Moussé et puis les Peuls aussi. Les sous-groupes ethniques, les Moussé et Peuls. Là, en ce moment, c'est les Peuls et les forgerons. Voilà, les Peuls et les forgerons. Et dans cette sous-groupe ethnique-là, des Moussé et Peuls, là, il y a les Yarcé et les Pouessé. Donc souvent, je vois monsieur Sourou, notre collègue, qui attaque Fatih Sankara. Voilà, donc c'est la parenté à plaisanterie. Dans les sous-groupes. Ouais. C'est assez vaste, hein, cette histoire de parenté à plaisanterie. Et concrètement, comment elle se manifeste? Et concrètement, comme on l'aime dire, l'enseignant dit le concret c'est le BIC. Concrètement ici, il faut dire que quand des membres de ces différentes que je viens de citer là se rencontrent ici, et il y a
qu'ils s'amusent ensemble, ils se tapotent, ils présentent ensemble. Ils peuvent s'injurier. Ils s'injurent ensemble. Souvent, on insulte, on rabaisse l'autre. Et lors des enterrements, des funérailles, comme je l'ai dit tout de suite là, d'autres même peuvent même dire, récupérer le corps. Je me rappelle quand Kizerbo, on devait l'amener à Tougan, dans son village là-bas, mais arrivé à Koudougou, les gars ont barré la route. Tant que vous ne donnez pas ça, vous ne passez pas. Ça même c'est encore mieux, on barre la route, mais il y a d'autres même qui vont jusqu'à aller même, vous êtes en train de pleurer votre enfant qui est parti, d'autres même vont prendre la tombe en otage. Ils disent que tant que vous ne faites pas ça, et voilà, vous ne faites pas ça. Donc c'est ça, donc c'est l'amusement. Lors des mariages aussi, voilà, ils s'amusent comme ça. Et puis ça part. Et je suivais un élément où il y a un chef coutumier qui avait son abaska. Et le cadeau qu'on a fait au chef coutumier, vous savez c'est quoi? On a attrapé des margouilles et des crapauds. Pour donner au chef coutumier. Voilà, c'était les Samo et les Moussi. Voilà. Même le Moro Naba. Une fois, il y a eu, j'ai un ami Samo là, ils sont allés pour voir le Moro Naba. Et ils disent le Moro Naba est venu sortir prendre son bélier. Le bélier, c'est quoi? C'est un margouillard qu'on attrape. J'ai vu hier, je suivais un reportage pour le Baska de Dawilege. Justement. C'est des margouillards. De Dawilege. C'est des margouillards et des crapauds qui sont attachés comme bélier. Voilà, c'est vrai que c'est la parenté à plaisanterie. Alors, donc, on a cité à l'intérieur des groupes ethniques, et par exemple du groupe ethnique Moussi, il y a aussi des parents à plaisanterie à l'intérieur. Tu as parlé tantôt aussi des localités, entre les régions aussi. Justement, entre les régions, on peut prendre la région de l'Est, qui est Fada là, et puis la région du Nord là, et Ouïouia. Donc quand vous croisez un gourmanché, un yara, ou d'autres vous mangez du riz, votre chef a grimpé sur l'arbre. Donc c'est des trucs comme ça. Et puis c'est relax, il n'y a pas de choses. Voilà, donc on dit qu'ici il y a un tel qui a fait ça, et puis c'est ça. Donc, et la vie continue. Et vraiment c'est un lien vraiment d'amitié et de cohésion sociale. Et c'est des valeurs que nous devons aujourd'hui essayer de pas calquer, mais de préserver et de ramener encore ça à l'école pour que les enfants puissent comprendre, parce qu'on a tendance à oublier, si c'est pas lors des Baska ou ceux qui connaissent, ils savent même pas, il y a d'autres qui savent même pas avec quelle ethnie moi je peux plaisanter. Ah ben là tu as raison hein. Ou avec quel village. Moi je sais que souvent il y a des gens qui commencent à tu viens de quel village? Je viens de et puis ils commencent à te taquiner. Sibli ici il a commencé à me taquiner comme ça, et puis que je me rends compte que vous êtes des parents à plaisanterie. Voilà. Alors c'est quoi l'importance en fait, ou les avantages, les bienfaits de cette parenté à plaisanterie? Ok, il faut dire déjà, quand on parle des bienfaits de ça, ça permet de s'amuser, et quand on s'amuse, on se tapote, ça permet d'éviter les bagarres. La cohésion. La cohésion, les bagarres et les provocations entre deux villages ou deux personnes qui ne se connaissent pas. Voilà. Il y a les civismes aussi. Voilà. Là, je te prends un exemple. Un jour, quelqu'un qui partait à son service, et il y a un accident. Et l'autre a cogné le véhicule. L'autre sort et il veut se fâcher, et il veut dire non, on appelle constat, on appelle les règles de constat. Donc, dans les échanges là, il dit, aïe, faut que parte là. Gars, c'était un mot, c'est un samo. Donc, c'est fini comme ça. Il n'y a pas eu de constat. Donc, voilà que la bagarre s'est arrêtée, et cette parenté à plaisanterie a réglé quelque chose. Voilà, parce que c'est vraiment pour le profond. Donc, ici, c'est ça quoi. Donc, ça permet aussi de pouvoir sauver certaines personnes. Il y a des situations, tant que ce n'est pas les parents à plaisanterie, personne ne peut régler ces situations-là. Voilà. Donc quand ces gars viennent pour demander le pardon, ça doit passer. Parce qu'on sait qu'il y a certaines situations dans les sociétés, ou même souvent dans la royauté, on dit forcément il faut qu'un parent plaisanterie voilà. Donc, et là encore, on demande pardon dans ces situations vraiment extrêmes, et la cohésion sociale aujourd'hui où nous cherchons tant, ça fait partie de cela. Ok. On me signale que le temps est terminé, Youssef. Mais quelles sont les expressions ou les paroles à éviter dans la parenté à plaisanterie? Il faut dire qu'il y a des expressions, il faut quand même les injures. Il ne faut pas vous insulter. Il y a d'autres qui vont très loin, insulter même les parties intimes, les mamans. Non, ça, il faut éviter ça. Il faut faire la parenté à plaisanterie vraiment dans l'art. Dans l'amusement, là, chacun comprend. Mais il ne faut pas trop insulter l'handicap d'inter personnes. Non, éviter tout cela. Il ne faut pas exagérer. Ok. Oui. Merci beaucoup, Youssef. On n'exagère pas. Et en tout cas, c'est une belle valeur à préserver, à conserver. Youssef l'a dit, il faut même enseigner cette valeur-là.
voilà, à nos enfants, notamment à l'école, la parenté à plaisanterie. Merci Karsamba. Merci à vous mardi aussi. Prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Dieu le voudra. Et à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour de façon, on se dit au revoir ici. Merci à vous de votre fidélité. Le rendez-vous est pris pour demain, mercredi, pour d'autres aventures de cette émission. Allez, cuisse.